Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Dans un monde où le pouvoir d'achat de la classe moyenne tend plutôt à diminuer et où la vague verte nous fait réfléchir, pour ne pas dire culpabiliser de plus en plus sur notre manière de consommer, la question de savoir à quel moment changer telle ou telle pièce de notre assortiment de courses devient particulièrement cornélienne. Parce que de l'autre côté, vous pensez bien, la course effrénée des marques à la nouveauté, à grand renfort de pubs toujours bien alléchantes, elle ne s'essouffle pas. Ça nous ferait des vacances pourtant. Il y a à peu près 2 ans, la superbe Fenix 5, modèle haut de gamme de la marque Garmin, avec toutes les fonctions qu'il faut ou ne faut pas, sortait en grande pompe, suscitant les cris de délire des fans de nouvelles technologies et de gadgets dernier cri. Il fallait pour cela payer autour de 700 francs quand même. De quoi réfléchir plutôt 2 fois qu'une en amont sur la vitesse de programmation de son obsolescence. Bref, cet automne est sortie la petite dernière, la Fenix 6. Déjà diront certains, enfin diront d'autres. Question de profil. Donc vaut-il la peine de brader sur Marketplace sa déjà vieille Fenix 5 ? Ou au pire, dans un élan plein d'humanisme, de la refiler à son pote ou à son conjoint qui vient de se mettre à la course ? Je vous propose de me pencher tout de suite sur la question. Bon, que dit le descriptif technique de cette nouvelle Fenix 6 ? Alors, plan d'entraînement, Garmin Coach, Garmin Pay. Bon, on va passer les détails des gadgets et des trucs qui étaient déjà. Plus grand écran. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, sur la 5, moi je le trouvais déjà pas mal. Le manuel dit aussi que le cardio au poignet est plus précis. Et si c'est vrai, ça c'est bien. Parce que d'un coureur à l'autre, d'une condition à l'autre, le cardio au poignet, quand on s'en sert, et ça peut être très utile, c'est quand même pas toujours la panacée. Le manuel dit aussi que ce cardio au poignet prend en charge des activités aquatiques. Ah ça, si ça marche, c'est bien aussi pour ceux qui nagent ou qui courent sous la pluie. Parce que sous la pluie, le cardio au poignet, c'est un peu comme dans la piscine, quoi. Autonomie. Ah, on nous parle aussi d'une autonomie de batterie qui serait encore meilleure. Franchement, elle était déjà impressionnante sur la Fenix 5. Mais là, avec la Fenix 6, Garmin invente un mode expédition qui fait que l'autonomie peut s'étendre sur plusieurs semaines en se connectant à un GPS utilisant très peu d'énergie. C'est bien pour le marathon des sables, ça. On nous parle aussi de la musique. Désormais, on n'est plus limité comme sur la 5 à la seule appli Spotify, mais on peut aussi se connecter à Deezer et même à Amazon Music. Moi perso, je suis sur Spotify, mais de toute façon, j'écoute pas de la musique quand je cours, j'écoute la nature. Voilà pour les nouveautés principales, en dehors du design de la montre qui a lui aussi un petit peu évolué comme vous pouvez vous en rendre compte. À vous de voir maintenant si vous voulez persister sur ce chemin de perdition qu'est l'hypercroissance, l'hyperconsommation et qui va générer l'hyperdéchet, l'hyperpollution et, c'est sûr, l'explosion programmée de notre belle planète bleue. Et qui surtout va aussi, et ça c'est pas cool du tout, faire pleurer la petite Greta. Quant à moi, je vais quand même réfléchir un petit peu. Parce que c'est quand même vachement tentant d'avoir une toute nouvelle montre, toute belle, toute neuve. Et puis, la montre, finalement, c'est quand même un peu la bagnole de l'écolo-coureur, non ? La hanche est la plus grosse articulation du corps. Quand tout va bien, pas de problème, on peut courir sans limitation. Mais quand on a des douleurs, il est vraiment important de ne pas courir sur les douleurs. Alors, il existe 3 localisations de douleurs de hanche. Il y a les douleurs antérieures, latérales et postérieures. Sur le plan antérieur, on peut avoir des douleurs de type arthrose, douleurs de type tendinopathie, que ce soit des adducteurs, du quadriceps, du psoas.
On peut avoir des douleurs de fracture, de stress aussi, de la partie haute du fémur. Donc c'est vraiment des douleurs à retenir. On peut avoir des coups de poignard, ce genre de choses. On peut avoir des douleurs aussi de type cartilagineuse ou de conflit fémoro-acétabulaire. Donc c'est des douleurs dues à un problème anatomique entre l'articulation entre le bassin et la tête du fémur. Donc c'est vraiment des caractéristiques assez spécifiques. Après, on a les douleurs latérales, où là, on va plutôt avoir des douleurs de type bursite, c'est-à-dire vraiment une inflammation de petits sacs fibreux qui permet de bien faire coulisser les tendons à ce niveau-là, et notamment au niveau du tenseur du fascia lata. Et cette bursite fait vraiment mal sur la partie latérale de la hanche. On peut également avoir des tendinopathies du moyen fessier qui vont vraiment donner des douleurs irradiées postérieures et également sur cette partie externe de la hanche. Et enfin, on a des douleurs postérieures, vraiment au niveau des fessiers, qui peuvent être dues au niveau du piriforme, qui peuvent être dues également au niveau de l'articulation. Et aussi, on oublie souvent des douleurs irradiées du dos aussi. La première chose, si on a des douleurs pendant la course ou après, il faut se poser la question un peu combien de temps elle dure, où est-ce qu'elle est la localisation, combien elle nous affecte, et surtout ne pas hésiter à aller voir son médecin pour en discuter. Il ne faut pas rigoler avec les douleurs de hanche. On peut aggraver des pathologies en courant dessus, en les banalisant. Ce n'est pas tant l'intensité de la douleur qui va nous donner vraiment la réponse sur la gravité en fait. Ça va surtout être la localisation et dans quelle situation elle va venir. Si c'est une douleur qui dure peu de temps, au début de l'effort par exemple, ça va être moins grave peut-être qu'une douleur de type coup de poignard qui va peut-être durer très peu de temps, mais pendant un effort ou dans une situation spécifique de mobilisation de la hanche. Et si c'est une douleur vraiment récurrente qui revient et qui a un impact sur son activité sportive, il faut vraiment consulter. Une fois qu'on a fait le diagnostic, que ce soit avec des examens complémentaires ou pas, il va souvent avoir une prise en charge rééducationnelle avec la physiothérapie, avec des exercices. D'autre part, adapter son activité sportive, course à pied ou autre, n'est jamais forcé qu'on ait douleur. Et ensuite, on va réévaluer et on peut aller jusqu'à la chirurgie, que ce soit par arthroscopie pour certaines pathologies, voire une prothèse totale de hanche, donc dans les cas d'arthrose sévère par exemple. Il faut savoir que l'arthrose de hanche n'est pas une contre-indication à courir, du moment qu'on n'est pas symptomatique ou très peu symptomatique. Avec une prothèse totale de hanche, ça dépend de pas mal de facteurs qu'il faut discuter avec son chirurgien. Voici la dernière bombe trail d'ASICS, la Fuji Trabuco Light. Elle n'est pas encore en vente, mais vous l'avez déjà vue, au pied de Xavier Thévenard, le triple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc entre 2013 et 2018. Et vous aimeriez la même, j'en suis sûr, pour courir votre prochain trail aussi vite que lui. Hein, c'est vrai? J'utilise principalement 2 paires de chaussures sur mes séances d'entraînement et en course. Donc celle que j'ai au pied, c'est la Trabuco Pro, qui a une bonne accroche, qui est bien précise et une amortie qui est bien correcte. Elles font toutes quelques millimètres de drop, donc voilà, je choisis mes chaussures en fonction de la météo. Et puis en cours, j'utilise la Fuji Trabuco Light, qui est plus dynamique et tout autant confortable que la Trabuco Pro, avec une superbe accroche aussi. Le problème, c'est que cette chaussure est en fait une version adaptée pour le trail d'une DS Racer. Chaussure de route ASICS, extrêmement légère, hyper nerveuse et donc destinée prioritairement, pour ne pas dire exclusivement, aux champions. Dans sa déclinaison Trabuco Trail, elle dispose juste d'un tissu plus résistant et d'une semelle adaptée aux sentiers de montagne et au dénivelé. La question piège est donc bien qui va utiliser une DS Racer de 200 grammes, même customisée, pour faire un trail de 80 km ou plus. Eh bien, comme je le disais avant, celui qui va vouloir s'identifier au champion qui la porte. Xavier! Cela même si cette chaussure n'est pas du tout, mais pas du tout adaptée à l'immense majorité des coureurs participant à un trail, que ce soit en termes de foulée, de poids et bien sûr de vitesse. Ah, le pouvoir de la pub et des ambassadeurs. Du coup,
comme le fait déjà avec Kylian Jornet, ou plus récemment, vous en avez entendu parler, c'est sûr, avec Eliud Kipchoge, ASICS commercialisera dès mi-février 2020 la fameuse chaussure que porte Xavier Thévenard, le multiple vainqueur de l'UTMB. Mais comme je déconseille à 95% des coureurs populaires de courir un marathon avec au pied une Vaporfly de je déconseillerais à 95% des trailers de se servir pour leur prochain trail d'une Fuji Trabuco Light. Alors, me direz-vous, en dehors du fait de jouer au geek de ce cher Thévenard, cela ne sert-il vraiment à rien de l'acheter cette pompe? Ben pas forcément, mais pas pour ce que l'on croit. La chaussure sera ainsi très bien, mais vraiment très bien, pour celui qui n'est pas un champion ou ne prétend pas l'être, pour les courses de montagne très courtes, sans descente de préférence, de type kilomètre vertical, et encore si vous cherchez à aller très vite, sinon passez votre chemin. Elle sera aussi parfaite pour des entraînements rapides sur terrain naturel et vallonné, voire des compétitions en cross-country sur terrain plutôt sec. Tout ce qui peut optimiser l'achat-investissement d'une chaussure qui, du fait de sa conception hyper légère, sera de toute façon morte après 300-400 km. Sachez-le. Ne rêvez pas, c'est encore pire avec la Vaporfly. En guise de conclusion, mes chouchous coureurs, je vous dirais d'essayer de ne pas être des esclaves de la pub. Et surtout, de ne pas sacrifier votre esprit critique au profit d'une perf à tout prix et tellement hypothétique. L'élément technique rendant particulièrement dynamique la Carbon Rocket d'Hoka est bien une plaque en fibre de carbone. La réponse A était la bonne au concours du mois dernier. Les plaques en fibre de carbone deviennent d'ailleurs particulièrement à la mode chez les fabricants. Allez savoir pourquoi. Et soit dit en passant, ce n'est pas qui furent les premiers à en penser le concept, mais bien Hoka. C'est ce qui se dit en tout cas. Christophe Vieliard de Puy et Samuel Rochat de Lovance sont donc les heureux gagnants de ces deux paires de Hoka Carbon Rocket. Ce mois, nous vous offrons deux paires de Mizuno Wave Rider TT, modèle que nous vous avions présenté le mois passé. Répondez à la question suivante. La Mizuno Wave Rider TT s'adapte particulièrement bien à deux types de surfaces d'entraînement très différentes. Lesquelles? A. La neige et la boue. B. La piste et les descentes. C. La route et la montagne. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. De quoi réfléchir plutôt deux fois qu'une au tram qui passe et qui lui pète les couilles. TPG vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, je reprends.